Laurence, on se retrouve aujourd'hui et maintenant en tout cas pour une émission sur le temps de midi, une émission qui va nous ouvrir le ventre puisque on va voir les trucs et astuces pour se nourrir sans s'empoisonner. Voilà, donc sans s'empoisonner, oui, je pense que c'est plutôt rassurant. Il y a moyen d'échapper à tous ces poisons qu'on distille parfois dans l'industrie agroalimentaire. Et donc, tu penses au glyphosate par exemple? Voilà, par exemple hein, même si on ne saupoudre pas son repas avec du glyphosate, malgré tout, on en ingurgite malgré soi. Et donc, pour discuter justement de cette question, comment bien se nourrir, aussi en veillant quand même à ne pas dilapider tout son patrimoine, il y a avec nous Frédéric, qui est mon collègue des équipes populaires. Bonjour Fred. Oui, bonjour, rebonjour. Ouais, rebonjour. Voilà, et alors on accueille aussi Claude, qui lui est un militant des équipes populaires et qui a une connaissance certaine dans le domaine de la gastronomie, de la cuisine, puisque ça a été son travail pendant pas mal d'années. Et puis il y a toujours avec nous Marie, future assistante sociale et qui est stagiaire aux équipes populaires. Donc bonjour Claude. Bonjour. Et bonjour Marie. Toujours en forme? Oui. Super. Voilà, et donc Patrick à la régie. Oui, et à l'animation. Donc voilà. Donc Claude, c'était ton métier. Donc il y a moyen de manger sans s'empoisonner. Tout à fait. C'est la nouvelle tendance et elle est très positive en ce sens qu'on se rend compte, j'ai un certain âge et je me rends compte qu'on nous a empoisonnés pendant des années, on nous a berlificoté, on nous a induits en erreur, on nous a menti. Je pense au glyphosate, je pense au problème du tabagisme, etc. Et donc on nous a embirlificoté dans des situations incroyables. Et voilà, une nouvelle tendance apparaît. Et donc, le glyphosate, tu dis on nous a menti, on nous a empoisonné. Enfin, c'était quand même utile pour pouvoir tenir les cultures, éviter qu'elles soient attaquées par le mildiou ou d'autres types de champignons. Donc c'était indispensable d'utiliser ce type de produit. J'entends bien la question, mais ce n'est plus le problème maintenant, parce que lorsqu'on a utilisé ces produits pharmaceutiques, etc., c'est issu de la guerre. Au sortir de la guerre, il a bien fallu nourrir les gens. Nous étions dans une situation catastrophique après la guerre. Je me souviens, mes parents m'en ont parlé, c'était catastrophique, il fallait faire quelque chose. Et donc, voilà, on a utilisé ces produits-là. Je crois que nous sommes maintenant à une époque où ces produits ne sont plus nécessaires pour l'agriculture en général et l'élevage, etc., etc. D'autant plus que les nouvelles techniques biologiques font que le progrès fait qu'on n'en a plus besoin ou moins besoin. Voilà, et donc, en lien avec ces constats et ces analyses, puisqu'on travaille dans le secteur de l'éducation permanente, on a créé aux équipes populaires, d'abord à Charleroi et puis maintenant en Brabant Wallon, un projet qu'on appelle l'autre table. Et donc Frédéric va nous en parler. Oui, donc le principe est simple, on va visiter les marchés. Ici, on s'est orienté sur Cours-Saint-Étienne et on a demandé aux maraîchers si, après le marché, les invendus, on pouvait tout simplement les récupérer. Et avec ces invendus, on est parti dans un projet de cuisiner ensemble. On a trouvé un lieu où il y avait une cuisine confortable pour préparer ça en collectivité. Donc on a appelé le citoyen, les personnes qui étaient dans la commune à venir participer une fois par mois. On a donc cuisiné à partir de recettes qu'on ne connaissait pas puisqu'on avait des légumes dont on ne savait pas ce qui se retrouverait dans notre panier. Et voilà, donc ça nous a permis de cheminer. On a eu plus ou moins 9 activités sur l'année. Et ici, on est dans un lieu qui est une coopérative à finalité sociale, et c'est aux 4 quarts à Cours-Saint-Étienne. Et voilà, là, on arrive quand même à avoir un public varié, c'est-à-dire on crée avec ce projet-là un peu d'approche de mixité citoyenne. Donc ça met du temps à arriver parce que on n'a pas les publics d'office très très ciblés, mais ici en fin d'année on était plus d'une vingtaine autour de la table. Et vous trouviez suffisamment de légumes pour pouvoir nourrir ces 20 personnes ? Oui, ça c'était le défi au début.
le défi était vraiment de voir qu'on n'invitait pas des gens pour se retrouver devant un panier vide, évidemment. Et ça a été comblé du fait qu'un maraîcher qui, comme nom, porte la corne d'abondance, nous a abondamment fourni des légumes. Un autre maraîcher qui est le Coin des Champs, qui est un maraîcher bio, qui a également participé à nous laisser les légumes qui étaient moins beaux, on va dire. Pas moins bons, mais moins beaux. Et donc, à partir de là aussi, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire une éducation à une cuisine légère et malgré tout savoureuse, avec des recettes uniquement végétariennes. Alors pourquoi uniquement vers les maraîchers? Pourquoi vous n'avez pas été aussi vers la grande distribution? Parce que les maraîchers et être maraîcher, c'est un boulot indépendant et on sait la difficulté que cela peut être. Je vois Claude qui opine du chef. Donc pourquoi aller vers les maraîchers et pas vers les grandes surfaces par exemple et la grande distribution? Dans un premier temps, c'était vraiment sur la place publique. Après, il y a eu une approche de l'Intermarché, pour ne pas citer de nom. Non, mais voilà. faisons-le. Mais donc, vous avez été vers la grande distribution. Oui. Avec quelle réponse? Dépendant du gestionnaire du magasin, c'était positif. Hein. Il est partant à partir du moment où on ferait appel à lui. Claude, oui. Je voudrais préciser une chose. J'ai été surpris au début, lorsqu'on a lancé le projet, de finalement la générosité des commerçants, des maraîchers en général. Je crois que le problème des invendus et du gaspillage alimentaire tel qu'il existe actuellement, je crois qu'il y a une prise de conscience dans la société, en ce compris des maraîchers, des commerçants, et de la population en général. Et donc j'ai été surpris des réponses positives qu'on a reçues lors de nos premières démarches. Et est-ce que le risque, c'est pas une nouvelle fois, de mettre le poids sur les citoyens plutôt que sur des politiques? Claude? Oui, tout à fait. C'est de nouveau le même problème. C'est pour ça que je participe aussi un peu à cette émission avec le problème de Win for Life. Viva for Life. Oui, tout à fait. Viva voilà. for Life. De Vivacité. Win for Life, c'est ce que certains grattent en espérant. Voilà. C'est que j'ai l'impression qu'on reporte de plus en plus, que les pouvoirs publics remplissent de moins en moins leur mission et se reportent vers le monde associatif ou vers le privé. Et on en revient au problème du charity business. Et voilà, il y a un problème, mais voilà, c'est pour ça que je participe. Mais je sens qu'il y a un mouvement, et sur Cours Saint-Étienne, on le sent très fort, qu'il y a un mouvement vers plus de solidarité. C'est le mouvement des villes en transition, entre autres. Hein. Par exemple. On pourrait dire qu'à Cours Saint-Étienne, il y a un groupe alimentaire et donc on a d'autres réflexions qui portent aussi sur la permaculture et qui vont donc redonner un certain pouvoir aux citoyens et d'amener peut-être des terrains en friche que la commune a concédé à cultiver par le citoyen, disons pour se réapproprier un peu le pouvoir de se nourrir de manière autonome. Et donc ça fait partie de nos débats. Hein. C'est un enjeu qu'on a l'intention de poursuivre de manière plus intensive, c'est-à-dire de faire un débat à chaque moment d'autre table et de vraiment réfléchir ensemble quelles sont les pistes dans les possibilités qui s'offrent à nous. Voilà, donc dans le projet L'autre table, il y a en fait le fait de partager un repas, de le préparer ensemble, mais il y a des objectifs qui vont bien au-delà. C'est aussi réfléchir à ce qu'il y a dans notre assiette. Le réfléchir ensemble, hein, en partageant aussi ces trucs et astuces. Dans l'esprit d'éducation permanente. Ben voilà. Mais donc, est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que l'implémentation dans nos villes de bacs, comment on appelle ça, les incroyables comestibles, est-ce que c'est vraiment des mesures qui, sur le long terme, peuvent fonctionner? Parce que ça demande quand même un énorme investissement. Moi, personnellement, j'ai pas du tout la main verte, donc je risque de faire plutôt crever les plantes que de les faire vivre. Et voilà, donc qui gère, comment ça fonctionne, ces incroyables comestibles? Est-ce que c'est une solution sur du long terme? Qui veut réagir? Laurence, peut-être? Je pense que ça, c'est une façon de fonctionner, enfin une solution qu'on voit entre autres dans le film Demain. Je pense qu'il y a une ville où ça fonctionne à fond, je crois que c'est en Angleterre. Mais à côté de ça, il y a pas mal d'autres initiatives qui vont toutes dans le sens d'une réflexion par rapport à sa consommation alimentaire. Alors, est-ce que ça va influer sur l'industrie de l'agroalimentaire?
Je ne sais pas, on pourrait espérer. Et puis il y a toujours la question de comment nourrir toute la planète. Je trouve que si déjà on parvient à nourrir sa famille, peut-être en y mettant un peu du sien, en cultivant ses légumes, en achetant plutôt chez le producteur local, c'est peut-être des petits changements. Alors, cultiver. Le titre de la rubrique, c'est manger sans s'empoisonner. Cultiver les terres. J'ai un jardin. J'ai commencé à faire mon potager. Mon voisin, qui en fait un également, me dit on se dit qu'on va manger mieux, mais enfin, avec tout ce que le fermier pulvérise sur son champ, de toute façon, notre terre est pourrie. Et donc, ce qu'on mange, même si on le cultive et qu'on a donc cette attention à travers de la permaculture, à travers le fait de gérer son lopin de terre et de faire un mini potager, parce que par rapport à ce que mon voisin faisait il y a quelques années où il n'y avait pas de jardin plaisir, jardin ludique, c'était vraiment qu'un jardin potager, il me dit, on s'empoisonne quand même. Claude, comment on fait, comment on résiste à ça? Est-ce qu'il y a moyen de résister? Oui, je crois. Je travaille chez des personnes qui ont des jardins tout à fait biologiques. Mais ça ne se fait pas d'un coup de cuillère à peau, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi. En fait, le problème de la contamination des terres, on peut appeler ça comme ça, appelons ça comme ça, il faut un certain temps. J'ai en tête 2-3 ans. Je pense aussi au problème des agriculteurs qui travaillaient en traditionnel et qui doivent se reconvertir en bio. Ils ont une transition de 2, 3, voire 4 ans avant que leur terre soit rentable. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore entendu de solution de la part des pouvoirs publics pour aider ces agriculteurs à faire une transition. Parce que la transition, c'est un risque pour eux de passer dans la précarité? Tout à fait. Pendant 3-4 ans, ils n'ont pas de certification biologique. Fred, tu voulais réagir? Oui, je pense que donc les mouvements de transition sensibilisent ici à la permaculture, qui est un moyen plus rustique de cultiver ces terres, mais qui nécessite pas mal de préparation. Et donc faire ça seul, je pense que c'est très long terme. Et être un groupe de citoyens qui se remotive à retourner à la terre, je pense que, comme dans les documentaires de Rob Hopkins qui prônent la transition, sont vraiment pertinents, dans le sens où retrouver le sens social, être ensemble avec une activité concrète à la terre, qui inclut aussi, sans oublier les personnes qui n'ont pas de boulot ou qui sont dans des moments de crise de leur vie, je pense que tout ça renoue avec un équilibre sain et naturel. Je voudrais peut-être rajouter quelque chose, Thierry Toussaint, je m'incruste un peu dans le débat, voilà. Donc comme ça c'est fait. La question de la production, de façon même déjà, si déjà on arrête de manger de la viande tous les jours, si déjà on a donc beaucoup moins besoin de viande, il y a moyen de nourrir 2 fois l'humanité. Pas une fois quoi, pas une fois 8 milliards, 16. Donc c'est une question vraiment de production à la base et de changer ses habitudes, notamment sur la viande. Déjà, rien que ça déjà suffirait pas mal. Parce que dans ces cas-là, ce qui se passerait, c'est qu'on pourrait se passer de tous les produits qu'on met dans la terre avec un rendement moindre à l'hectare, donc beaucoup moindre. Mais comme on mangerait beaucoup moins de viande et comme on devra faire aussi, on pourra utiliser plus de terre pour les légumes et pas pour la viande, ça coûte beaucoup plus cher de produire de la viande. Donc tout ça fait que oui, c'est possible. C'est une question de choix et de volonté sociétale. Moi, je dirais que l'accès à la terre, du coup, il faut aussi reposer la question comment ces agriculteurs font pour avoir des terres à eux qui ne sont pas tributaires d'un problème. Le CRAB travaille avec Terre en Vue, justement, qui est une ASBL créée pour maintenir des terres disponibles pour les jeunes agriculteurs. Donc c'est ça qu'il faut faire. Effectivement, il faudrait pouvoir aussi neutraliser une série de terres agricoles en Belgique. Parce qu'en fait, en Belgique, on a déjà trop de bâtis, en fait, par rapport à notre capacité. Laurence, tu veux réagir? Oui, par rapport justement à ces questions-là, moi je vais peut-être faire une petite annonce. C'est que donc aux équipes populaires, on a un projet qui s'appelle Histoire Digitale. Donc il s'agit de créer des petites capsules qui associent des commentaires personnels, des moments de parcours de vie avec des images et une musique. Et donc on a un projet avec des agricultrices wallonnes. Donc on va aller du côté de Rochefort recueillir des témoignages de ces agricultrices. Et bon, ça permettra aussi parfois de susciter des débats, d'aller plus loin. Et alors il y a aussi quelque chose qui est quand même un peu inquiétant, parce que bon, on a un certain optimisme parce qu'on est aussi plongé dans des alternatives. Mais quand j'ai lu que la Fédération des agriculteurs belges applaudissait le fait qu'on continue avec le glyphosate, ben j'avoue que là,
ça plombe quand même notre optimisme. Ouais. Juste pour la petite aspect pub, où est-ce qu'on peut retrouver Histoire Digitale pour les auditeurs qui souhaiteraient aller plus loin? Alors donc on a un site qui s'appelle le www.histoire- au pluriel, histoire au pluriel digital, au pluriel aussi forcément, .be. Et là on poste voilà de nombreuses histoires qui sont créées autour, donc on anime des ateliers dans différents lieux, collectifs des femmes. On l'a fait aussi au CRAB, on le fait à l'AID, dans les CPS, à différents endroits, autour des 6 thématiques qui sous-tendent nos missions d'éducation permanente. Et donc, parmi ces thématiques, il y a effectivement tout ce qui tourne autour du modèle de société, du modèle de développement qu'on souhaite, donc de la consommation. Voilà. Et donc, je vais même aller plus loin que toi. Les groupes qui souhaiteraient construire des histoires digitales, qu'ils interpellent les équipes populaires et toi-même, puisque c'est toi qui es responsable de ce projet. Tout à fait. Et d'ailleurs, on lancera bientôt un groupe sur le thème de l'interculturalité. Voilà, avis effectivement à ceux qui souhaitent se pencher sur cette question assez à l'ordre du jour. Voilà, c'est le moment qui nous fascine. Voilà, vous êtes toujours sur radio27.be pour cette émission 27 for Life. Laurence, tu nous avais promis une petite recette. Mais oui, tout à fait, Patrick. En fait, Thierry parlait justement de la manière de remplacer ou de manger moins de viande. Et par rapport à ça, je voudrais quand même parler d'un documentaire qui est à voir, mais j'ai oublié le nom de l'auteur. Ça s'appelle Love Meat, meat comme la viande, M-E-A-T, Ender. Donc ça parle, c'est un documentaire qui a été créé il y a 3 ans peut-être et qui parle de la filière de la viande et c'est tout à fait édifiant et très bien fait, hyper intéressant, donc à découvrir. Mais donc... Et qui fait qu'on mange plus de viande après peut-être? Mais en tout cas qu'on a déjà qu'on est sensibilisé aussi à la vie des animaux. En batterie, enfin à l'horreur qu'on leur fait subir, ça c'est clair. Et donc c'est vrai que ça aborde cette réalité-là de différentes manières et entre autres d'une manière philosophique par rapport aux vivants. Voilà. Et donc tu as une recette sans viande alors? Alors j'ai une recette sans viande qui est une recette de boulettes végétariennes au poivron avec une petite sauce aux amandes. Tu me donnes faim. Alors, de quoi avons-nous besoin pour faire cette recette? Alors, on a besoin pour 60 boulettes. Tant qu'à faire des boulettes, autant les faire en grande quantité. Voilà, donc Laurence a une grande famille. Voilà. Comme repas de Noël peut-être? Comme repas de Noël, on peut remplacer le soja par une coquille Saint-Jacques. La dinde, non, parce que c'est la volaille, oui, c'est quand même de la viande. Donc, il vous faut, en fait, pour 60 boulettes au poivron, restons au poivron, un poivron, un oignon, de l'ail, une gousse, un peu de persil et du bouillon végétal de légumes. Alors ça, c'est pour les ingrédients plutôt légumes, je dirais. Et pour constituer la sauce soja qui va accompagner ces boulettes, il faut 160 g de soja, il faut de l'avoine. Donc c'est des flocons d'avoine, donc ça coûte pas cher du tout, vraiment. C'est ça qui est intéressant aussi avec cette recette, c'est qu'on peut faire à manger pour beaucoup, pour pas cher. Et c'est très diététique. Et avec énormément de choses qu'on peut acheter sur des marchés, justement, plutôt oui, qu'en en grande tout cas, surface. Les légumes, c'est vrai que les flocons d'avoine, oui, on peut prendre ceux de grande surface. Bon, bien sûr, il y a les magasins bio, et là, c'est des choses qui, même dans les magasins bio, ne coûtent pas très cher. Parce que ça aussi, c'est des choses qu'on fait. On compare les prix entre grandes surfaces, marchés, petits magasins bio, et on a constaté, par exemple, que les carottes en saison ne sont pas plus chères, bio ou pas bio. Donc, autant prendre des bio. Mm-hmm. Alors, donc, j'en reviens à la sauce soja. Je me replonge dans la sauce soja. Difficile à dire, sauce soja. C'est un bel exercice de diction. Tout à fait, 10 fois sauce soja. Et donc, je disais, du soja, de l'avoine, des flocons d'avoine, de la chapelure et de la farine. Et pour la sauce, 400 g d'amandes pelées, un vin blanc sec. Bon, pas trop de vin blanc, un tout petit peu, et c'est même facultatif, enfin, sauf au moment des fêtes, un peu d'ail et de la mie de pain, 150 g de mie de pain et un bouillon de légumes. Et donc, l'idée, c'est de hacher menu les légumes, le poivron, l'oignon, de mélanger tout ça, le persil, de mélanger tout ça avec un peu de bouillon de légumes. Et puis, on y ajoute, on incorpore petit à petit le soja, l'avoine en flocons, la chapelure et la farine pour éviter que ça ne colle. Après ça, vous faites la sauce, ou vous ne la faites pas, ou vous mettez une autre sauce pour garnir vos boulettes. On n'est pas obligé d'aimer les amandes. Ou, voilà. Et puis, voilà, on n'a plus qu'à cuire dans sa poêle ces petites boulettes. Et
Et ainsi, voilà, on a testé pour vous, aussi avec des groupes, entre autres dans des groupes qu'on anime au CPAS de Wavre, on a fait ça, enfin, à différents endroits, et c'est toujours une belle découverte. Super, donc je propose d'ailleurs que dès que l'émission ici s'arrête, eh bien, Laurence, tu puisses inscrire l'ensemble de la recette, les ingrédients et sa recette, sur notre page Facebook. Bien, très bien. Nous avons, grâce à Thierry, techniquement, nous avons pu joindre Agnès des Aïdés, et donc on va tenter d'avoir ici à l'antenne via le téléphone. Bonjour Agnès. C'est Christine, voilà. Agnès n'est pas disponible, mais c'est Christine, voilà. Bonjour. Hop, voilà, comme ça. Bonjour Christine, est-ce que tout va bien? Tout va super bien, bonjour. Alors, tu devais, on t'a contacté parce que justement, tu as des informations à nous donner sur l'idée de se nourrir sans s'empoisonner, des petits trucs et des astuces. Alors oui, donc ici à l'AID, donc on a un groupe donc de stagiaires qui sont ici pour une formation en bureautique, et on a travaillé avec elles, à leur demande d'ailleurs, comment réaliser un repas de fête équilibré à petit prix. Et donc en même temps festif, il fallait quand même des petites notes festives. Et donc on a vraiment réfléchi tous ensemble à ce qu'on pouvait apporter pour diminuer le coût. Et donc évidemment avec beaucoup plus de légumes, très très peu de viande, mais de la viande de bonne qualité. Et donc elles ont préparé un repas que je vais déguster dans quelques minutes. Et donc avec des petites mises en bouche, avec un potage, avec un plat complet. Et là on est avec un plat multiculturel et des tas de petits desserts. Et le tout, on est arrivé à le faire pour 4,30 € par personne. Et donc là, on a vraiment... Évidemment, c'est un menu festif. Donc évidemment, on a mis un petit peu plus de budget peut-être qu'on aurait fait pour un plat simple. Mais voilà. Et alors concrètement, qu'est-ce que tu vas manger? Les mises en bouche, la soupe, une soupe à quel type de légumes? Et puis après, le plat, quel type de plat exactement? Pour bien se rendre compte de ce que recouvre finalement ces 4,30 €. Oui, tout à fait. Alors là, dans les petites mises en bouche, elles ont fait elles-mêmes des chips de pommes de terre, donc ce qui revenait vraiment pas cher, avec une petite sauce tomatée. Alors, elles ont fait des petites boulettes aussi, qu'elles ont fait avec, c'est des boulettes de falafel. Donc, il y a des dames aussi de cultures différentes, donc c'est aussi l'occasion de goûter plein de bonnes petites choses. Elles ont fait aussi une petite mousse de thon, voilà. J'ai vu les choses passer tout à l'heure, ça va l'air vachement bon. Alors le potage, là on est dans un potage de légumes d'hiver, et là on a eu de la chance de récupérer des légumes un petit peu déformés, je veux dire, voilà, qui intéressaient moins le maraîcher, et donc il nous les a quasiment donnés, donc ça c'était la bonne nouvelle. Et donc pour le plat, on part sur un poulet miam, c'est une recette africaine, mais franchement ça sent super bon, et là c'est un poulet, voilà, avec plein de légumes et du riz. Voilà. Et pour les desserts, il y a ce sont des petites mousses de fruits qu'elles ont fait. Il y a aussi une spécialité guinéenne. Donc là, je ne sais pas vous en dire beaucoup plus parce que je ne goûterai tantôt, mais c'est vraiment un dessert à base de yaourt et de millet. Donc c'est vraiment quelque chose de simple, mais en même temps de très très bon et voilà, un petit peu original. Alors pour la déco, on a fait la déco, on a une magnifique table. C'est dommage que je ne peux pas vous envoyer la photo, mais uniquement avec de la récup. On n'a rien acheté du tout. Jusqu'au sapin de Noël fait avec des palettes, on en voit beaucoup, voilà. Et on a joué la solidarité pour les boissons. Chacun a amené une boisson, voilà, un peu de l'eau pétillante, des softs. Des petites choses comme ça. Et donc ça a permis vraiment de faire un repas festif à très très petit prix. Et je pense qu'on va très très bien manger. Voilà. Eh bien écoute Christine, merci beaucoup pour ce témoignage. On va te laisser aller rejoindre donc l'équipe voilà, et le repas que tu vas partager. Hein. Oui, peut-être Christine, tu pourrais nous rappeler ce qu'est l'AID, là où tu es là pour le moment pour ce repas festif? Donc l'AID, donc ici l'AID Brabant Wallon OISP, donc il y a 2 centres de formation. Il y en a un à Nivelles, boulevard des Archers. Là on fait une formation en bureautique, donc c'est une formation pour adultes, une formation de 9 mois, temps plein. Et puis alors à Cours-Saint-Étienne, on a notre formation aussi en communication graphique. Là c'est 1 an aussi, temps plein aussi, pour les mêmes publics, recherche d'emploi. Voilà. Eh bien Christine, merci beaucoup. On te laisse faire la fête. On retient, et donc il y a moyen de manger bon, avec un repas festif pour 4,30 €. Si tu as des photos et tu as l'occasion, eh bien, envoie-les sur la page Facebook de 27 for Life. Ça nous fera plaisir de pouvoir découvrir tout ce que toi-même tu découvres ici. Très bon après-midi, Christine. Fred, tu veux réagir, je vois. Donc, je voulais vous inviter maintenant sur le champ à passer 25 boulevard Fleur de Lys, ici à Nivelles, pour prendre une bonne soupe qui a été faite avec les invendus du marché, un maraîcher bio de Cours-Saint-Étienne. Laurence. Voilà, je pense qu'on vous a mis l'eau à la bouche, enfin, j'espère.
vous n'avez pas fini de manger, n'hésitez pas à aller chercher des ingrédients pour fabriquer, entre autres, les boulettes végétariennes. Et venir boire une bonne soupe ici à Radio 27. Voilà. On est 25 boulevard Fleur de Lys et on est là encore jusqu'à 23h30 tout à l'heure. Oui, moi je voulais juste rajouter que non, il y a quelque chose en tout cas sur lequel il faut ne pas lésiner, si je peux dire, parce que c'est en général ça qu'on fait dans les budgets, c'est la nourriture, quoi. Ce que vous mettez à l'intérieur, c'est quand même ce que vous mettez à l'intérieur. Donc c'est vrai que vous pouvez avoir les bons plans pour trouver les trucs, mais franchement sur la qualité, il faut pas lésiner, parce que là, vous le payez des années plus cher. Je rappelle quand même que les gens qui ont les niveaux de vie les plus élevés ont aussi les espérances de vie les plus élevées. Une réaction, Laurence, par rapport à ça ? Il y a aussi des victimes, oui, de la malbouffe, et ça, c'est pas toujours une question de budget, je pense. C'est une question de budget en partie, hein, mais c'est surtout une question de budget et d'organisation du budget. C'est plutôt c'est quoi la malbouffe ? C'est les plats préparés, c'est le minerai de fer, vous savez, c'est quand vraiment on a rangé, on a nettoyé tout l'abattoir, hein, il reste encore quelques résidus au fond de l'égout, et ben ça c'est le minerai de fer. Hein, on a pris les os, on a tout fondu, on a fait un truc avec, quoi. Mais ça c'est ce que vous mangez dans une lasagne quand vous achetez un plateau préparé, dans une pizza avec un plateau préparé. Donc c'est vrai que clairement, acheter les légumes, manger beaucoup plus de légumes que de viande, vous serez en bonne santé beaucoup plus. Oui, mais enfin, il y a quand même quelque chose qu'on entend de manière régulière, c'est tout ça, acheter sur le marché, acheter à des producteurs bio, ça coûte plus cher. Et donc, est-ce que c'est accessible à toute personne, même personne qui est dans la précarité ? Non, mais c'est accessible. Hein. Claude ? Oui, je tiens à préciser, que ça soit des légumes bio ou n'importe quoi, peu importe qu'ils soient bio ou non, préparer soi-même, ça ne prend pas nécessairement beaucoup plus de temps, d'une part. Vous savez ce que vous mangez sainement, même si ce ne sont pas des produits bio, et ça vous revient pour des fois des clopinettes. En tout cas, ça coûte moins cher que des plats préparés où effectivement... Où là, vous avez le prix et la merde. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, voilà. Exactement ça. Voilà. Donc, est-ce que tu poses une question ? Oui, je pose une question. Tout le monde puisse répondre à ta question. Hein. D'accord. Non, je voulais que la réponse de Claude, mais enfin, tu veux parler, parle. Je vais parler, puis comme ça tu devrais écouter. Hein. Non, moi je voulais dire, oui, c'est accessible. Ça dépend ce que tu prends, les choix que tu fais, encore une fois. Le bio n'est pas non accessible, mais si tu veux de la viande bio, tu vas payer très cher. Si tu vends des légumes bio en saison, ça coûtera moins cher. La question d'accessibilité du bio, c'est pas ça la question. La question, c'est la question du choix déjà qu'on fait pour ce qu'on mange. Si je te dis, si on mange moins de viande, on va déjà payer beaucoup moins cher. Il y a des trucs bio qui sont locaux et ceux-là, d'ailleurs, qui sont les plus vérifiables du point de vue bio, parce que franchement, faire du bio ou confiance à du bio qui est à 10 000 km d'ici, quand on voit déjà que rien qu'en Italie, il y a certaines infrastructures bio où, soi-disant, ils payent bien les gens, alors que là, les gens sont hyper mal payés. Enfin, bon, donc, tout ça est à l'avenant, quoi. Voilà, et c'est là-dessus qu'on va conclure.